J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Pour ce nouvel épisode, nous allons aller à la rencontre d'un freediver aventurier, Pierre Debenay, connu comme Frenchy Diver sur Instagram. Il réalise depuis 2023 un tour du monde en évitant au maximum l'avion. C'est un apnéiste dans une démarche de voyage lent pour prendre le temps. Il se déplace en train, en autostop, en bus. C'est aussi un instructeur BPGEPS et AIDA qui, sur son chemin, visite les spots d'apnée pour s'entraîner et participer aux compétitions. De Kalamata, en Grèce, à Panglao, aux Philippines, en passant par Saint-Lunaire, en Bretagne. Lorsqu'il n'est pas dans l'eau, il est sur un ring de boxe ou en train de gravir des montagnes en Amérique du Sud. Pierre Debenay, ou l'itinéraire d'un apnéiste hyperactif, c'est sur la Freediving Family et c'est maintenant. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast à vos amis. C'est parti. Salut à toi Pierre. Salut Julien, comment tu vas? Ça va super bien. Je dis ça à tous les invités, mais je suis trop content de t'avoir sur la Freediving Family. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait une émission avec Clément Le Saffre, le champion de piscine. J'ai fait un épisode avec Ok. Marianne Simonis. Donc là, je parle avec plein de gens passionnants. Et toi, je voulais absolument te parler. Et je voulais d'abord te remercier parce que sur les réseaux sociaux, tu crées du contenu qui est extrêmement riche. Surtout pour quelqu'un comme moi qui m'intéresse à l'apnée et à la profondeur et à la compétition. Tu le fais avec pédagogie. Donc merci à toi pour la création de contenu comme ça. Ouais, merci, c'est gentil. Et puis surtout, moi je te retourne le compliment parce que j'ai commencé à créer du contenu il y a un an à peu près. Mm. Et il y a un an, tu as été un des premiers à m'inspirer. Ah ouais? Donc si tu te souviens bien, j'ai participé à ta cagnotte. Mais je m'en souviens, bah et, oui. euh, C'était mon deuxième et, remerciement. et ça, c'est grâce notamment à ton contenu en ligne. J'ai commencé à te suivre il y a un moment maintenant et je me suis dit, ce mec-là met absolument tout en œuvre pour atteindre ses rêves. C'est incroyable et surtout de façon aussi ouverte et transparente. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez toi. Ça m'a touché et c'est pour ça que j'ai participé à ta cagnotte à l'époque. Bah merci beaucoup en tout cas. Mais j'aurais adoré, là je suis un peu jaloux, tu vois, mais j'aurais tellement adoré avoir ta progression. Mais je me suis complètement planté cette année parce que la différence entre Bora Bora et le retour en France, ouah, c'était pas les mêmes conditions en mer, c'était extrêmement dur. Et quand j'ai vu tes agachons que tu faisais à 60 mètres, tes performances là que tu as fait à Panglao avec 76 mètres, je trouve ça vraiment inspirant. Pour moi, tu es un peu comme la surprise Bourseau, Julien Bourseau, qui a été dans l'équipe de France AIDA cette année. Et pour moi, vous Ok. représentez la nouvelle génération des champions, enfin, la nouvelle génération des nouveaux arrivants sur le circuit et qui arrivent et qui font déjà des profondeurs vraiment engagées, quoi. Ok, merci beaucoup pour tous ces compliments. Je t'avoue que moi, j'ai aucune, on va dire, appétence pour la compétition sur le long terme, sincèrement. J'aime bien aller profond. Euh, ça me, Ça me plaît beaucoup d'aller chercher au plus profond de moi de nouvelles ressources. Mais c'était surtout pour me mettre dans la peau d'un compétiteur et comprendre ce que ressentent les compétiteurs, parce qu'en fait, c'est vraiment très différent de s'entraîner profond et de faire une compétition. Et je suppose que toi aussi, tu l'as ressenti. Ah ben, c'est pour ça qu'on parle de personal best en training et personal best en compétition. Ça ne c'est pas du tout les mêmes conditions. Tu as dû le voir d'ailleurs quand
arrives, tu as 1 heure de départ. Si c'est 9 heures, c'est 9 heures plus 30 secondes. C'est pas 9 heures et oh, laissez-moi un peu plus de temps pour me préparer, je pars à 9h10. T'as vu, c'est hyper timé, c'est un peu stressant. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Moi, j'ai plein d'anecdotes sur cette compétition qui était ma première à Panglao. Je me suis entraîné sur une île qui était à environ à 4-5 heures de Panglao aux Philippines, chez Thibaut Guignès, qui est, je pense, aujourd'hui le Français le plus profond avec 125 mètres en immersion libre. Et du coup, j'arrive pour la compétition quelques jours avant. Je m'installe dans mon appartement et là, j'ouvre ma fenêtre et ma fenêtre se casse Ah, et mais tombe oui. à 1 mètre d'un compétiteur. Donc, T'as j'ai failli failli tuer un tuer mec, un quoi. compétiteur le premier jour de mon arrivée avant la compétition. Et moi, je connaissais vraiment rien à la compétition. Donc, j'arrive le jour même de la compétition. Je savais pas du tout qu'on allait prendre mes constantes et puis que tu pouvais plus ressortir d'un espèce de carré de 50 mètres carrés une fois que tu étais dedans. Et moi, j'avais oublié mes palmes. Comment Et ça? Tu veux donc, dire pendant la alors je sais compétition? pas si toutes les compétitions c'est les mêmes, mais moi, le jour de ma compétition à Ce qui se passe Panglao, normalement, légalement, c'est 1 heure avant, tu dois rester à proximité des juges pour éviter que tu ailles respirer de l'oxygène ou que tu prennes des produits dopants. eh ben, c'est ça, exactement. Et nous, c'était très limité. Il y avait quoi, 50 mètres carrés en fait, avec des chaises. Ok. Et moi, j'avais oublié mes palmes, mais je pouvais pas ressortir. Putain, mais c'est hyper Donc, intéressant. J'ai jamais entendu ça. Ça veut dire que à Panglao, ils ont peur. Enfin, ils sont très stricts en tout cas avec les mesures, on va dire, antidopage du coup. je sais pas. Moi, je me suis dit que c'était pareil partout, donc, mais peut-être pas. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui est allé chercher mes palmes dans ma chambre pour que je puisse faire ma performance, quoi. Et alors là, t'étais à Panglao. Et ce qui m'intéresse, et ce qui va intéresser les auditeurs, c'est surtout que toi, tu as un profil aventurier, freediver aventurier, parce que ça fait 1 an que tu réalises un tour du monde un petit peu spécial, un tour du monde qu'on pourrait qualifier de lent, de slow, avec une recherche aussi écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche, d'où tu es parti, quel pays tu as visité et qu'est-ce qui t'anime dans ce voyage? Ouais, totalement. En fait, je suis parti le lendemain du passage de mon BPGEPS, hein, qui est le diplôme français pour pouvoir être instructeur. Alors, peu importe le sport, mais nous, en l'occurrence, c'est spécifique à l'apnée. Je ne sais pas si tu l'as passé, toi, Julien. Eh bah si, je l'ai passé, ouais. Big up à la promo, BPGEPS option sans scaphandre du Krebs d'Antibes. Exactement, exactement. Donc, j'ai fait la même formation que toi. Et le lendemain de ma soutenance, qui était à distance, pour le coup, je pars pour mon tour du monde dédié à l'apnée avec quelques intentions. Le premier, c'était de partir à l'aventure. Moi, j'ai toujours été inspiré, notamment par mes lectures. J'adore Sylvain Tesson. Je ne Ah sais là pas là. si tu connais. Bah, c'est énormément. Je- Sylvain Tesson, l'Axe du Loup, 5 kilomètres dans l'Himalaya avec Sylvain Ah, Tesson. trop bien. Bah ouais, mais il m'inspire énormément. Un peu moins Les maintenant, forêts de tu vois. Sibérie. Mais oui, l'Axe du Loup, 6 mois dans les forêts de Sibérie. Même j'aime beaucoup quand il raconte quand il grimpait la cathédrale de Notre-Dame à Paris, cette époque-là. Exactement. Moi, c'est un de mes écrivains préférés. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs son dernier livre, là, que je viens de finir la semaine dernière, Avec les Fées, où il part en bateau du nord de l'Espagne Mm. et il fait tout le tour du Royaume-Uni en bateau. Et j'ai adoré ses aventures. Et il y en a d'autres qui m'ont inspiré comme ça. Il y a Tilassine, par exemple, qui est un DJ que j'adore, qui a fait un album dans le Transsibérien, en Russie. Ok. Et c'est des choses qui m'ont fait rêver et que j'avais envie aussi de reproduire. Il y a un aventurier qui est un peu plus, on va dire, qui me ressemble un peu plus, qui est sur LinkedIn, qui s'appelle Ulysse Lubin, Bah oui, bien sûr, qui est ouais. aussi assez connu, qui avait fait du, Ouais. Muay- du, du Muay Thai en Thaïlande, et c'est quelque chose que j'avais envie de refaire aussi. Ouais. Et alors, t'es parti d'où et comment? Alors, je suis parti de Paris parce que moi, je suis un apnéiste parisien, du coup, en fait. Un apnéiste de Et fosse? un apnéiste de fosse. Alors, j'ai toujours travaillé à Paris, mais je voyageais beaucoup parce que j'étais responsable d'une société de cybersécurité. J'étais responsable Europe de cette société-là. Donc, j'avais des équipes un peu partout en Europe du Sud. Donc, je- j'allais les voir régulièrement et ces clients-là régulièrement. Donc, j'ai surtout appris l'apnée en fait à l'étranger. Euh, Ok. j'ai Et appris d'ailleurs, l'apnée. est-ce Ouais. que est-ce que c'est Aqua Sécurité?
Aqua Security, c'est la dernière boîte pour laquelle j'ai bossé. Ouais. On en parle ou quoi de ça? Aqua Sécurité, quoi. T'avais déjà choisi, moi je bosse dans une boîte de sécurité, mais ça va être dans l'eau, quoi. Exactement. Ouais, ça fait partie des petites coïncidences qui sont assez sympas. Et donc, quand j'ai décidé de partir à l'aventure, moi, j'avais vraiment trois buts. C'était d'aller le plus loin possible sans prendre l'avion pour voyager différemment, on va dire, et prouver aussi que c'était possible de s'amuser, euh, de rencontrer des gens et de voyager différemment plutôt que de prendre l'avion, d'aller à l'autre bout du monde, de passer une semaine et de rentrer en France. Euh, et ça, c'était important pour moi et aussi de galérer, quoi. Parce que j'ai envie d'avoir des histoires à raconter à mes petits-enfants dans 40 ans. Et donc, la galère, ça fait partie des histoires que tu racontes. Et j'en ai eu plein, des anecdotes de voyage où j'ai bien galéré. Euh, T'en et as une donc, j'avais là, à aussi. laquelle tu penses? Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que l'endroit où j'ai galéré le plus, c'est quand j'ai passé la Turquie. Je suis arrivé en Géorgie. Et en fait, là, j'ai été pris entre plusieurs guerres à ce moment-là. Il y avait bien sûr la guerre en Russie avec l'Ukraine. Et de l'autre côté, il y a la guerre en Azerbaïdjan avec l'Arménie. Et donc, je me suis retrouvé bloqué, quoi. Mais tu te Donc, déplaçais comment là? T'étais en voiture, en bus? pour arriver jusque-là, j'ai fait du bus, du train, j'ai fait la moitié de la Turquie en stop, la moitié de la Grèce en stop aussi. Euh, j'ai fait du bateau. Et, euh, et donc, justement, j'arrive en Géorgie dans un bus avec des Kurdes qui fuient un peu le sud de la Turquie. Et une fois que j'arrive en Géorgie, je lutte pendant un mois pour avoir un visa pour rentrer en Russie parce que je voulais réaliser un de mes rêves qui était de prendre le transsibérien, absolument. Mais là, bah, justement, à cause de mon passé dans la cybersécurité, mon visa n'a jamais été accepté parce qu'il y avait la guerre en Russie, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Donc ils avaient peur que tu sois un espion. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tout cas, moi, j'ai essayé d'y aller seul à l'ambassade de Russie. On m'a refusé. Donc, j'ai même été jusqu'à prendre une boîte, une société. Tu sais, il y a des sociétés qui sont spécialisées Hmm. dans dans l'accessibilité enfin, pour avoir des visas, quoi. Et cette boîte-là m'a dit, on a essayé et regardez un peu votre profil LinkedIn et vous comprendrez pourquoi. Hmm. Donc, je suppose que c'est Après, à cause Pierre, de si ça. t'es un agent secret pour l'Ukraine, n'hésite pas à le dire hein, sur Free Diving Family. Ah bah non. Bah, si j'étais vraiment un agent secret, je pense que je serais pas en train de faire un podcast. Plus c'est gros, plus ça passe, tu sais. C'est vrai. Bon alors du coup, T'as tu raison peux pas dessus. aller. Eh ben, du coup, t'as jamais pris le transsibérien. Non, j'ai jamais pris le Ah. transsibérien et donc là j'ai bien galéré et au final j'ai réussi à m'en sortir. C'est là où j'ai pris mon premier avion. En fait, j'ai pris un tout petit coucou pour passer de la Géorgie à l'Azerbaïdjan, un coucou de 8 personnes pendant 30 minutes pour passer cette frontière. Et là ensuite en Azerbaïdjan, je suis allé au port de commerce et j'ai négocié pendant plus de 48 heures pour prendre un bateau. Donc j'ai pris un bateau cargo au port de Bakou pour rejoindre le Kazakhstan. Donc, 2 jours de voyage avec des convoyeurs russes euh, pour rejoindre le Kazakhstan depuis l'Azerbaïdjan et traverser la mer Caspienne. Ça, c'était une aventure incroyable. Je te dis pas la tête de la douane kazakh quand je suis arrivé à 5 heures du matin avec des camionneurs russes. Mais ouais, ils ont pas dû comprendre. Mais comment t'as réussi à les convaincre? Avec de l'argent, hein. Sincèrement, Allez là. Bah oui, hein, l'argent. Hein. j'aurais donné un un petit billet de $50 et c'est passé. D'ailleurs, je te remercie pour le virement. Je l'ai bien reçu pour que tu puisses passer sur la Free Diving Family. Ok, je trouvais ça un peu cher d'ailleurs, 1 000 € pour un podcast, mais bon, il faut ce qu'il Attends, faut. j'ai bien l'intention de devenir une référence dans les podcasts d'apnée en tout cas. Et je crois que ta route t'a mené aussi à Kalamata en Grèce, qui est un hotspot de l'apnée. Tu t'es entraîné Ouais, là-bas? Comment ça s'est passé? ouais, Kalamata, je pense que c'est ma première maison d'apnée. J'ai passé mon niveau 4 à Ida là-bas en 2022. J'étais parti là-bas avec ma grand-mère d'ailleurs, c'était trop drôle. On a passé 15 jours ensemble. Ma grand-mère qui a 83 ans à Excellent. Kalamata, elle a adoré et moi j'adore vraiment Kalamata. Les lieux autour sont incroyables. Tu peux aller à Olympie et puis je sais pas si toi tu as eu la chance d'y aller, mais le spot est vraiment fou, hein. Il y a rarement des vagues, même si c'est pas ce qu'on a vu là au championnat du monde CIMAS. Il y a quand même rarement des vagues, l'eau est toujours chaude et moi, c'est un peu ma première maison d'apnée.
J'y ai passé pas mal de temps là-bas. Et ensuite, je suis venu faire mon instructeur à Kalamata. Et j'y suis repassé Et en t'étais dans quelle 2023. école? J'étais à FCG, donc Freediving Club Grèce. C'est le premier qui a été créé à Kalamata, je pense. Et c'est qui le propriétaire? Parce que je crois que Mariana... Stavros. Voilà. Je crois qu'il y a Mariana Gillespie aussi qui a un club. Ouais, elle a celui qui a été créé, je pense, il y a 2-3 ans maintenant, Kalamata Freediver, et ils sont à 50 mètres l'un de l'autre. Je pense que c'est pas de trop qu'il y en ait deux, parce que le Hmm, spot est vraiment incroyable. ok. Et quand tu t'es entraîné à Kalamata, tu as fait ton AIDA 4, Ouais. instructeur, et tu as commencé à toucher des profondeurs intéressantes dans ces eaux-là? Ben, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, moi, la profondeur s'est passée assez vite parce que il y a un an, jour pour jour, je suis encore à Kalamata. Euh, je tourne des vidéos pour une Coupe du Monde CIMAS à Kalamata, qui n'est pas celle de cette année, qui est une Hmm. autre qui a eu au même moment l'année dernière. Et à l'époque, j'ai toujours pas enlevé mon masque. Donc, je suis autour des 55 mètres et je suis toujours au masque. Donc, j'en profite pour refaire de belles images des champions du monde. J'ai fait des super rencontres à Kalamata. Mais j'ai toujours pas enlevé mon masque. Donc, alors, je suis profond, on va dire, pour l'apnéiste moyen. Je suis Hmm. autour des 55, 60 mètres, mais je suis très loin de ce que je fais aujourd'hui encore. Je retire mon masque que quand j'arrive à Kaş, en Turquie, pour passer au nose clip, je sais pas, au pince-nez, on dit en français. Vu que tu es instructeur, tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas trop l'apnée, c'est quoi la différence entre le masque et le pince-nez? Bah, la première différence, c'est qu'avec un pince-nez, tu ne vois pas. Ouais. Non, non, je rigole. Euh, non, en fait, la vraie différence, c'est qu'avec un masque, tu as un élément complémentaire à compenser en termes de pression. C'est comme si tu avais euh, une nouvelle, comment dire, Une zone à une nouvelle remplir d'air, quoi. pièce, Hmm. ouais, une nouvelle zone, une nouvelle pièce à compenser en termes de pression, ce qui rend plus difficile la compensation parce que tu dois d'abord compenser ton masque avant de pouvoir compenser tes oreilles. Sinon, en fait, parce que le masque aspire l'air de ton nez et donc ça rend la compensation plus difficile. Alors, il y a des apnéistes qui sont extrêmement doués, qui sont allés à plus de 100 mètres. Je crois que David Carrera est allé à plus de 100 mètres avec un masque, hein. Mais la plupart des apnéistes, une fois passé, on va dire, 40-50 mètres, passent du masque au nose clip. Et moi, j'ai attendu très longtemps avant de passer au nose clip. Ouais, c'est bon signe, hein. Moi, j'avais gagné 8 mètres en une séance en passant masque no slip. J'avais halluciné. Ah ouais, moi Ouais. j'ai trouvé ça très perturbant. J'ai commencé le nose clip quand, justement par la suite de mon voyage, après Kalamata, je suis allé à Kaş, en Turquie, qui est un très gros spot de l'apnée, on va dire, en Europe éloignée un peu. Hmm. Et là, je suis passé au nose clip et je suis redescendu de 55 mètres à 25 mètres parce Ah que ouais? Ah, les c'est marrant sensations ça. sont extrêmement différentes. Remonter avec un nose clip, c'est horrible. Au début, tu as Hmm. l'impression que tu vas exploser, quoi. Hmm. C'est vrai. Et ça m'a pris un bon mois et demi avant de retrouver les profondeurs que j'avais à Kalamata autour des 55-60 mètres. Hmm. Et l'avantage aussi, c'est que le réflexe d'immersion est plus fort. Ouais, parce que tu as la zone qui couvre ton visage qui est totalement libérée. Et j'ai Hmm. remarqué quelque chose, c'est que quand je suis passé au nose-clip, je me suis beaucoup moins échauffé. Je suis passé de peut-être 3 échauffements avant de faire une plongée profonde à un, max 2. Ok. Ouais, donc le réflexe d'immersion qui arrive beaucoup plus vite. Ouais, Bon, bah c'est top. exactement. Bon, là, c'est plein de choses techniques, mais attends, mais je veux en savoir plus sur ton voyage. Tu me parles d'Azerbaïdjan, tu me parles de Turquie, tu me parles de Grèce, tu me parles d'Asie. Euh, Quelle a été ton autre destination pour l'apnée? Alors, comme je te disais, Cache, énorme destination d'apnée, hein. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller là-bas, à aller chez Adnan euh, à Cache pour s'entraîner. C'est vraiment incroyable. Ah, comment t'appelles le Ensuite, club? j'ai pas le nom du club, mais le nom de la personne qui a le club, c'est Adnan, Ok. ADNAN, qui m'avait été conseillé justement par Arnaud Gérald, que j'avais rencontré à Kalamata. Arnaud Gérald, qui est un Donc, grand champion d'apnée français, pour ceux qui ne connaissent pas, qui plonge spécialement en biplagne.
Exactement, exactement. Et que j'ai eu la chance de rencontrer à Kalamata l'année dernière, à la même période. Euh, et donc, c'est lui qui m'avait conseillé d'aller là-bas, ce que j'ai fait. Et les conditions sont tout aussi incroyables là-bas et vous serez super bien reçus. Ensuite, j'ai eu une grosse période où je ne pouvais pas plonger parce que, comme je te l'ai dit, je suis passé par le nord du Kazakhstan. J'ai traversé tout le Kazakhstan. J'ai traversé toute la Chine, tout le Vietnam. Donc, j'ai Ah fait tout ouais. ça en train, en bus, en stop. Donc, je me suis retrouvé à traverser la frontière entre le Kazakhstan et la Chine dans un bus avec des Ouïghours par -20 degrés parce qu'on était en janvier. Je me suis retrouvé dans des Les Ouïghours, situations assez. les Ouïghours, ce sont des Chinois musulmans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans le métaverse, sincèrement, parce que je me suis retrouvé donc, au nord-est de la Chine par -20 degrés avec des Ouïghours, donc des personnes qui sont asiatiques hein, physiquement, qui sont aussi musulmanes. Donc tu te retrouves dans un endroit où il y a 5 mètres de neige, des mosquées partout, des Chinois qui sont asiatiques et des tanks parce que il y a un vrai conflit entre les Ouïghours et entre la minorité ouïghour et le gouvernement chinois là-bas. Donc, je me suis vraiment retrouvé dans le métaverse à ce moment-là et ça a été assez perturbant. Surtout que c'était le nouvel an chinois, donc il y avait des gens partout. C'était vraiment le bordel. C'est marrant que tu utilises le terme métaverse. Est-ce que c'est parce que tu aurais passé beaucoup trop de temps en cybersécurité et que tu avais des années d'aventure et de voyage à libérer? D'ailleurs, ça n'a pas été trop compliqué pour toi de quitter une situation confortable financièrement, parce que je suppose que si tu étais responsable Europe d'une grosse boîte, tu devais bien gagner ta vie. Aujourd'hui, tu te lances dans l'aventure. Est-ce qu'il y a eu un événement, déclic? Est-ce qu'il y a eu une crise du sens, un burn-out, un conflit avec ton supérieur qui t'a amené à dire, Eh, mais attends, je quitte tout, je quitte Paris et moi je vais vivre mon rêve de voyageur, aventurier, apnéiste. Sincèrement, ce serait te mentir de dire qu'il y a eu une crise existentielle. Souvent, on parle de ça pour évoquer les voyages. Moi, c'est pas du tout le cas. Ça s'est fait très lentement. Euh, En fait, j'ai découvert l'apnée en faisant du surf. Je faisais du surf en Espagne et je me suis retrouvé bloqué sous une vague et j'ai paniqué. Je me suis retrouvé bloqué pendant 15-30 secondes et ça m'a fait penser à un des épisodes que tu as passé sur le podcast avec, Hmm. je me Maxime souviens plus Margalet. du nom de la personne exactement, qui évoque ça. Et moi, ça m'est arrivé et c'est horrible. Je me suis retrouvé bloqué une quinzaine de secondes hein. Ouais. Et c'était 15 vraiment secondes, horrible et c'est c'est comme énorme. ça que. C'est énorme en surf. Ouais, j'étais en Espagne à côté de San Sebastian À Mundaka? non, à Taraut, Ok. dans le nord de l'Espagne, pas très loin de la frontière française. Le Pays Basque espagnol alors. Exactement, exactement. Euskadi. Et c'est là que j'ai commencé. En fait, mon coach m'a dit, mais va faire une initiation d'apnée. Et depuis ce jour-là, j'ai pas reposé les pieds sur. Excellent. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Petit à petit, j'ai posé toutes mes vacances pour aller passer mes niveaux d'apnée. Donc, je suis allé aux îles Canaries. Après, je suis allé en Espagne, à côté de Aux Valence, Canaries, t'es allé chez qui? T'es allé à Lanzarote? chez Omar. Non, non, je suis allé chez Omar. Non, pas à Lanzarote. Grande Canarie? Sur l'île principale. Non, sur l'île principale. Euh, bon, là où il y a les compétitions, hein, d'ailleurs. Je me souviens plus du nom. C'était mon premier niveau d'apnée. C'était déjà il y a 4-5 ans. Ok. Euh, Putain, c'est je génial. te T'as retrouverai commencé le nom. l'apnée il y a 4 5 ans et t'es déjà à 76 mètres. C'est impressionnant. Ouais, bah en fait, par contre, je l'ai fait en mode accéléré, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé l'apnée, je posais toutes mes vacances pour aller faire de l'apnée, quoi. Et tu évoquais la fin de ma vie professionnelle. Petit à petit, j'aimais tellement ça que j'ai commencé à quitter mon appartement à Paris pour travailler à distance et me mettre dans des lieux où je pouvais pratiquer. Donc, il y a 3 ans, j'ai quitté Paris pour me mettre à côté de Valence et pouvoir pratiquer l'apnée tous les week-ends. Et donc, je bossais la semaine en cybersécurité et le week-end, j'étais instructeur assistant avec mon AIDA 4 pour aider mon pote qui a une école d'apnée à côté de Valence, à Javea exactement. Euh, Valence en Espagne, et alors. ouais, exactement, à Valence en Espagne. Et donc là, petit à petit, j'ai commencé à pratiquer de plus en plus, à plonger de plus en plus, jusqu'au moment où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est plus de la cybersécurité. Et donc, la transition s'est fait assez doucement. Après, ce qui est dur à gérer, et je pense
pas que pour moi, mais pour tous les gens qui changent de métier ou qui sont sur des changements de vie. C'est un peu le changement d'identité. Je sais pas si Ouais. toi, tu as vécu ça plusieurs fois dans ta vie. J'ai vécu ça, bah, tu sais, avant j'étais éco-aventurier, donc j'étais extrêmement Mhm. engagé dans la lutte pour la protection de l'environnement, la création des écoles écologiques à travers des défis sportifs et des actions Trop de bien. terrain. Et avec le Covid, j'ai perdu tous mes partenaires et j'étais un peu épuisé. J'ai même fait une crise d'éco-anxiété et fallait plus trop me parler d'engagement écologique, ça m'angoissait énormément. Et en fait, c'est le Covid qui m'a amené à me réinventer à travers l'apnée et à devenir un instructeur et un compétiteur. Et aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans mes baskets parce que bah, je m'épanouis dans cette communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Freediving Family existe. Ouais, je trouve cette communauté d'ailleurs vraiment plutôt que des gens bien dans l'apnée. Bah, c'est clair qu'au niveau de la communauté apnée, c'est souvent des gens passionnés, qui ont fait des choses avant dans leur vie, qui ont des choses à raconter en fait, et qui sont dans l'apnée pour le bien-être, s'épanouir. Et c'est très agréable. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Alors peut-être que on a enfin, on a les yeux un peu éblouis par les profondeurs, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai rencontré très peu de gens Mais en vrai, désagréables il ou n'y a pas de méchants. con. Il y a pas. Tu vois ce que je veux dire? En étant un peu grossier et vulgaire, il n'y a pas de gros con en apnée. Je sais pas, en général, ça se passe hyper bien avec tout le monde. Ouais. Les champions Alors, sont abordables, ça se passe bien, quoi. ouais, exactement. Il y a que en mode compétition où tu sens que c'est un peu plus tendu parce que tout le monde est très concentré et c'est tout à fait normal. Mais sinon, dans le mode entraînement, c'est vraiment que du partage. Et je l'évoque dans certaines de mes vidéos, mais c'est assez paradoxal. Tu es tout seul quand tu fais de l'apnée, mais c'est totalement impossible de progresser seul. Ouais. Donc, il n'y a que la communauté qui te fait progresser en vrai. En fait, c'est un sport solitaire qui se pratique en équipe. Et je trouve qu'on vit des moments tellement forts sous l'eau que ça crée des liens avec les gens qui sont authentiques. Totalement. Et puis, tu peux pas progresser dans le sens où tu te vois pas. Donc, si on te filme pas ou qu'il n'y a pas quelqu'un pour te corriger, bah, tu sais pas comment progresser. Et Et du coup, Pierre, pour en revenir à la question du début, il n'y a pas eu de déclic pour quitter ton travail. En fait, c'est juste la passion de l'apnée qui t'a amené à ouais, dire, bah attendez, moi je quitte la sécurité et je vais vers l'apnée. Et tu as des projets entrepreneuriaux dans le milieu de l'apnée? ouais, bah, justement, des objectifs de ce tour du monde, c'était de voir comment faire de l'apnée autrement, comment en vivre autrement. Euh, Parce que de ce que j'avais vu du monde de l'apnée en tant que professionnel, quand j'ai passé mes niveaux d'apnée, ça m'excitait assez peu, le mode instructeur près de la mer qui passe sa vie dans l'eau. Euh, et moi, je suis un apnéiste, mais parisien, et j'adore cette ville. Et donc, je me suis dit, il faut que je rencontre des gens pour voir s'il y a d'autres façons de vivre de l'apnée dans le monde. Et c'est aussi bah, cette recherche-là que j'ai faite avec ce tour du monde-là. Et tu as découvert quoi alors sur ce tour du monde? Alors, j'ai découvert il y a plusieurs types de profils. Déjà, il y a les instructeurs, comme toi, comme moi. Euh, mais les instructeurs sont rarement à temps plein au même endroit toute l'année. Donc, C'est j'ai souvent des découvert que saisons, quoi. voilà, tu pouvais bouger d'endroit en endroit et ça peut être assez cool. Il y a des gens qui ont des écoles. Bah, on en connaît tous qui arrivent à en vivre un petit peu mieux. Il y a les compétiteurs qui sont à la recherche de sponsors. Ça, c'est une vie pas facile, hein. J'en ai côtoyé beaucoup pendant mon tour du monde. Je suppose que toi aussi, Hmm. via les compétitions, et tu as vu à quel point arriver à dégoter des sponsors pour vivre de l'apnée en Ouais, compétition, ouais. c'est difficile, hein. J'en profite pour remercier mon partenaire SeaWords qui m'a sponsorisé cette année. Et à toi aussi. Donc, bah, non, non, avec grand plaisir pour continuer à suivre tes aventures. Et donc voilà, moi j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur moi quand je me suis mis en mode compétition. Euh, Parce que quand tu es en mode compétition, tu dois travailler aussi beaucoup ton mental. Moi j'ai commencé par prendre un coach mental 5 mois avant ma compétition euh, qui est aussi apnéiste et qui a ouvert une école d'apnée d'ailleurs l'année dernière au Lac Léman, euh, qui s'appelle Sébastien Allègre. Ok. Et on a travaillé beaucoup sur ma préparation mentale et j'ai adoré
me plonger dans le monde de la préparation mentale derrière en lisant des livres et surtout en découvrant comment je pouvais appliquer ça à moi-même, quoi. Et tu as eu l'impression d'avoir hacké ton cerveau? Je ne sais pas si j'ai eu l'impression de hacker mon cerveau, mais en tout cas, j'étais très heureux de découvrir, déjà de comprendre ce que c'était que l'anxiété, ce que c'était que le stress, et comment je pouvais un peu travailler ces aspects-là de ma personnalité, de ma psychologie, pour me sentir mieux et pour performer. Ok, si tu devais donner un conseil à un freediver là, pour gérer son stress, un conseil pragmatique qui peut appliquer, tu donnerais quoi comme exemple? Bah, déjà, il faut arriver à comprendre à comprendre ce que c'est que le stress et l'anxiété. L'anxiété, c'est un peu la peur d'un événement auquel euh, tu vas pas réussir. Donc, c'est quelque chose qui se manifeste quelques mois avant l'événement. Et le stress, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste quelques heures avant ou quelques minutes avant. Le stress peut être aussi bénéfique. Donc, il faut, en fonction de l'événement euh, qui a lieu ou pour lequel tu te prépares, il faut voir si tu veux annihiler le stress ou si tu veux juste le maîtriser. Nous, en apnée, c'est plutôt intéressant d'aller annihiler ce stress parce que le stress, ça va augmenter ton rythme cardiaque, notamment. J'ai une bonne anecdote sur ça. Le jour de ma compétition et malgré la préparation mentale, quand on prend mes constantes, je suis à 75 battements par minute, là où normalement au repos, je suis autour des 45. Ah ouais. Malgré ma préparation mentale, je suis quand même assez stressé. Donc, j'imagine pas ce qui se serait passé si j'avais pas eu cette préparation mentale. Comme exercice que je peux donner, moi, j'utilise énormément la respiration carrée, qui est très connue de tout le monde. Mais en tout cas, pour limiter le stress quelques heures ou quelques minutes avant, 15 minutes de respiration carrée et de cohérence cardiaque, ça fonctionne assez bien. Ok. Et tu fais un peu de visualisation? J'ai fait quelques exercices de visualisation, notamment pour l'anxiété. J'ai pratiqué quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, à intervalles réguliers pendant des séances de méditation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai introduit aussi dans mon entraînement quand je me suis mis en mode compétition, un peu de méditation avant de m'endormir et donc aussi de la visualisation, surtout de la visualisation positive, de réussite de l'événement. Benjamin m'a fait travailler la réussite de mon PB en compétition à 75, à 76 mètres, les sensations physiques que tu ressens quand tu réussis et qui te met dans un très bon mood et qui te donne confiance en toi. Ouais. Ok. Visualiser le succès. Visualiser les sensations corporelles du succès. Pour que ça Exactement. soit, pour que ça soit un motivateur, pour que l'esprit soit plus flexible. Ouais, c'est super intéressant que tu parles de flexibilité de l'esprit et de flexibilité du cerveau parce qu'on en apprend énormément sur le cerveau ces dernières années et j'aime beaucoup lire des livres autour de ça, de la psychologie euh, pendant mes heures perdues. Et travailler la flexibilité du cerveau via l'imagination, via la méditation, c'est quelque chose qui est hyper important pour passer au-delà de l'anxiété et des épreuves de la vie, je trouve. Mm. Et donc, visualiser le succès, moi, ça m'a beaucoup aidé à me donner confiance en moi euh, pendant mes entraînements notamment. Et je le conseille sincèrement à tout le monde, et notamment à ceux qui ont des épreuves importantes d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Visualisez-vous en train de réussir, visualisez l'appel de vos proches qui vous félicitent, Mm. les messages que vous enverrez à votre maman, à votre coach, voilà, à votre moitié. Et ça vous met dans un très bon mood aussi pour l'entraînement et ça redonne de l'énergie, clairement. Et est-ce que malgré toute cette préparation mentale, physique, tu as été déjà victime d'une syncope ou d'une samba ou d'un événement sous l'eau qui t'a marqué, traumatisé? Alors, j'ai jamais fait de samba, j'ai jamais fait de blackout. Euh, alors, j'ai assisté hein, à plusieurs samba et à plusieurs blackouts. Euh, Moi, les seules choses on va dire, de bizarre ou d'un peu dangereux qui me sont arrivées en apnée,
C'est surtout au niveau de la narcose. Hmm. J'ai fait quelques vidéos dessus quand ça m'est arrivé aux Philippines. Ça m'est arrivé assez tôt d'ailleurs pour un apnéiste. Euh, Quand j'ai commencé à être autour des 70 mètres, au fond, voilà, j'ai commencé à rêver et à faire un peu n'importe quoi, à pas maintenir ma position hydrodynamique. Je tenais ma laniarde, donc, qui est la corde qui nous relie à la corde de vie. Hmm. Je la tenais avec ma main, ce qui potentiellement peut être dangereux parce que j'aurais pu me décrocher. Euh, et donc là, ça a été un vrai choc pour moi. Et ça se manifestait comment? Ouais, j'étais dans un autre monde. J'étais dans un autre monde. Ça a commencé par des envies de rester au fond. Et ensuite, ça a été de la perte d'équilibre un peu. Alors, on peut difficilement parler d'équilibre sous l'eau, mais Hmm. en tout cas, j'avais du mal à me fixer sur la corde. Je prenais pas du tout ma position aérodynamique, enfin hydrodynamique, pardon. Hmm. Euh, et ça peut plus ou moins être dangereux parce que quand tu atteins des profondeurs autour des 70 mètres, une position non hydrodynamique, ça veut dire que tu remontes 10, 15, 20 secondes moins vite sur une remontée d'une minute 15, d'une minute 20. Donc, ça peut t'amener à une syncope à la surface. Hmm. Et comment tu as travaillé pour t'habituer à la narcose ou carrément la supprimer? Est-ce que tu as fait des entraînements spécifiques? Ouais, j'ai eu la chance d'être super bien accompagné quand j'étais aux Philippines. Comme je te disais, je travaillais avec Thibaut Guignès, qui est un apnéiste qui va à plus de 100 mètres toutes les semaines. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Et, euh, et moi, les méthodes que j'ai utilisées, c'est un peu vaincre le mal par le mal et de m'y habituer en passant du temps au fond. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'agachon, qui est le mot qu'on utilise en français pour dire qu'on reste au fond. Ouais, c'est la Donc technique j'ai de chasseur. commencé exactement, j'ai commencé à faire des agachons à 60 mètres, puis à 65, puis à Je sais pas si les 70. gens se rendent compte, mais mec, je trouve ça ouf de faire des agachons à 60, 65. C'est hyper profond. Et t'avais pas peur d'avoir des énormes contractions et de te faire un squeeze pulmonaire? Alors moi, les contractions, je suis très habitué aux contractions. Ça me fait plus peur depuis longtemps parce que je fais partie des personnes qui ont des contractions hyper tôt. Personnellement, j'ai des contractions à la descente. Ouais. Donc, depuis que j'ai commencé l'apnée, moi, j'ai les contractions autour des 40-50 mètres. Autour d'une minute, même moins, moins d'une minute, des fois, de descente, j'ai déjà des contractions. Donc, moi, c'est quelque chose qui est totalement normal pour moi, auquel je fais même plus attention. Donc, c'est pas ça qui me gêne beaucoup. J'arrive à être très relaxé tout en ayant des contractions, mais on commence petit à petit, hein, c'est comme tout. Donc, j'ai commencé par des agachons de 10 secondes à 60 mètres, puis 15, puis 30. Ensuite, j'ai augmenté petit à petit la profondeur en passant de 60 à 65, puis de 65 à 70, et en faisant 10 secondes à 70, 20 secondes à 70. Et je crois qu'avant ma compétition, donc 3 jours avant, je fais un agachon de 30 secondes à 70. Ouais. J'avais vu ça sur les réseaux sociaux, j'étais fou. Ah, moi, je trouve ça vraiment impressionnant. J'ai hâte d'en Mais je me... arriver à, j'ai hâte d'arriver à ton niveau. D'ailleurs, j'ai pris le temps de regarder un peu ton ranking sur AIDA, l'Association internationale pour le développement de Ok. l'apnée. Et tu es dans le top 40 des Français les plus profonds, hein. Alors, moi, je t'avoue que j'ai pas beaucoup regardé sur celui-là. Je regarde beaucoup sur Freediving Ranking qui Hmm. regroupe un peu les deux, enfin Oui, c'est AIDA vrai. et CIMAS. Moi, alors, je fais l'immersion libre principalement pour mes entraînements et pour me donner confiance. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, et là où je prends le plus de plaisir, c'est Bipal. Ok. Donc, je t'avoue que le moment où j'ai fait la compétition, j'ai regardé le lendemain et j'étais trop content parce que j'étais dans le top 20 des Français les plus profonds en bipalme avec 76 mètres. Mais depuis la fin de la saison, j'ai largement été Hmm. dépassé. Mais j'ai encore une fois assez peu d'ambition de classement ou d'autres. Moi, je veux juste aller plus profond à la palme. Ok. À la Bipalme. Exactement. En Et fait, tu tu es sur le parlais, terrain d'Arnaud Gérald alors. Ouais, je suis encore extrêmement loin d'Arnaud, que j'ai adoré regarder plonger à Kalamata. Mais c'est aussi important de regarder, je pense, tous les apnéistes, tu sais, qui n'ont pas d'ambition de compétition, et j'en ai rencontré Hmm. beaucoup euh, aux Philippines notamment. J'ai plongé avec des Français qui sont pas connus et qui plongent à plus de 100 mètres,
qui auraient pu être au championnat du monde à Kalamata, par exemple, Tu peux me mais donner des juste qui prénoms? veulent pas faire pardon? Tu as des prénoms? Ouais, Jimmy qui est instructeur avec Thibaut aux Philippines, par exemple, qui a des PB à plus de 110 mètres, hein, Hmm. mais qui n'a pas fait de compétition depuis quelques années, par exemple. J'ai rencontré un autre Français qui est à Montréal, alors j'ai pas son prénom en tête, mais Denis qui s'est Gromer. entraîné avec moi. Exactement, Denis, Hmm. qui fait plus de compétition, mais qui plonge. Alors moi, il a fait des plongées à plus de, je vais pas révéler à combien parce que ça se trouve, il veut pas, mais à Hmm. plus de 100 mètres quand il était avec moi aux Philippines. Et d'ailleurs, bah, les classements me font un peu rire parce que tout le monde trouve un peu le classement qui l'intéresse le plus, hein. C'est vrai ça. Souvent, je suis dans le top 5 des mecs qui font du poids variable, mais en FRC. Enfin, tu vois, tu trouves toujours un peu le classement qui t'arrange le plus pour pouvoir te mettre en avant. Donc, moi, s'il y a un seul classement que je regarde, c'est Freediving Ranking et à la palme de tous les temps, tous les Freediving pays. Ranking, faut rappeler, en fait, ça reprend les résultats des deux fédérations principales qui sont AIDA et la CMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques. C'est pour ça que Freedive Ranking mélange bien les deux, donc on a une vision plus générale. Exactement. Exactement. Et c'est aussi hyper intéressant de se mélanger à tous les pays et pas de regarder juste la France, parce qu'au final, en France, on est combien de compétiteurs par an? On est peut-être, allez, 40 max, je Oh, il y a un pense. petit peu plus, hein. Quand même, il y a du monde, hein, je Ouais, tu pense. crois? Ok, Ouais. ok. Donc, sympa aussi de regarder ce qui se passe dans le monde entier. Hmm. Bon, alors Pierre, tu nous as fait, enfin Pierre, Frenchy Diver sur Instagram, tu nous as fait voyager dans les eaux en Grèce, en Turquie, aux Philippines. Mais bon, moi je suis breton, je suis de Saint-Malo, Ouais. et je crois bien que tu connais les eaux bretonnes, et notamment les eaux à Saint-Lunaire, parce que tu as fait ton stage BPGEPS chez une de mes compatriotes, Agathe Chardon. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience dans les eaux bretonnes? Ouais, j'ai adoré. C'était fou de faire de l'apnée en Bretagne parce que quand on pense apnée, on pense, quand on est français en tout cas, on pense Côte d'Azur principalement. Euh, Sauf que bah, moi, je viens pas de la Côte d'Azur, je viens de Paris. Toute ma famille vient plutôt de régions campagnardes dans l'ouest de la France. Et donc, la Bretagne, ça résonnait beaucoup plus pour moi que la Côte d'Azur. Et la première personne que j'ai contactée pour faire mon stage, c'est Agathe. On s'est super bien entendu et j'ai passé plus de 2 mois avec elle en Bretagne l'été pour faire des initiations à l'apnée, pour faire de la chasse sous-marine, pour aller pêcher des coquilles Saint-Jacques et des homards bleus. Et c'était incroyable. J'ai trouvé une faune et une flore qui, je pense, est une des plus belles du monde. Et maintenant, je peux le dire parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais quand tu as des forêts de laminaires Hmm. à moins de 20 mètres de profondeur, que tu fais des agachons dans des forêts de laminaires et que tu vois des vieilles, des lieux, des bars, des dorades passer au-dessus de toi là-dedans, tu as vraiment l'impression d'être en Afrique du Sud et c'est fou. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas beaucoup la faune et la flore, les vieilles ne sont pas des vieilles dames, ce sont des poissons qui mangent des coquillages. Et Alors, en Bretagne, il y a aussi des vieilles dames, hein. oui, mais elles sont pas à 20 mètres de profondeur dans les laminaires. Non, assez peu, c'est vrai. Quoique, tu sais que quand j'étais là-bas, j'ai fait une initiation à une dame qui avait 72 ans. Excellent! C'est drôle parce que ma première élève, elle s'appelle Régine et je mange avec elle demain et elle avait 71 ans. C'était ma première élève de PPGEPS. Et je pensais que j'aurais eu un petit jeune ou un sportif et je me vois une dame avec des cheveux blancs qui arrive et on me dit, ça, je travaillais à Hendaye, à Planète Océan et on me dit, bah, c'est ta première Ah, élève. trop bien. Et je faisais de la sécurité à une dame de 71 ans. Et aujourd'hui, elle a 74 ans et elle plonge à 25 mètres. Waouh, c'est incroyable. Ouais, donc je vais manger avec elle là. Elle ose pas, mais j'ai envie de faire un podcast avec elle. Et surtout, c'est quelqu'un qui dévore la vie et je rêverais de l'emmener au championnat du monde apnée à la CMAS et qu'elle prenne une Ah, médaille, tu vois, qu'elle vive ça. magnifique. Ah, bah, ce serait trop beau qu'elle puisse aller faire les championnats du monde et que tout le monde puisse la rencontrer. Mm. Mais quand on est instructeur comme ça, on travaille avec des personnes âgées parfois, c'est assez rare, mais tu as beaucoup travaillé avec des enfants dans l'école de Agathe Chardon, Liquide, qui est sur la plage de Mhm. Longchamp. Tu peux nous parler un peu du regard des enfants sur l'apnée? Bah, le regard des enfants sur l'apnée, il est
il est assez naturel dans le sens où eux, ils se disent pas on va faire de l'apnée. Sincèrement, eux, ils se disent on va aller dans l'eau, on va voir des poissons. Et je trouve que c'est hyper intéressant, notamment quand tu te mets à faire de la compétition, de revenir de temps en temps à quelque chose de plus enfantin pour conserver un peu ce regard sur l'océan. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup être instructeur et partager ce que je fais en apnée, parce que j'ai un peu la nostalgie maintenant en allant plus profond de mes premiers cours d'apnée, tu sais, quand tu ressors la tête de l'eau et que tu as été à 20 mètres pour la première fois Ouais. et que tu as des yeux qui sont totalement ébahis et que tu as l'impression d'avoir fait un truc de fou et d'être Aquaman. Ça Mais me ouais. manque. Et quand je donne des cours, eh ben, je suis nostalgique de ça chez moi et je pense que c'est une des façons de le revivre qui est incroyable. C'est vrai qu'on le ressent, ça. J'ai une pensée pour mes amis Uriel Mounin et Julien Marcel, qui étaient mes élèves à Bora Bora. Et quand ils ont fait tous les deux leurs premiers 30 mètres dans la session. Et j'étais ému, je l'ai caché, mais j'étais tellement ému pour eux. Et on a fait une fête après, on est allé au bar. Trop C'est bien. vrai qu'on vit ça avec nos élèves, hein. Ouais, c'est assez fou ce que tu arrives à échanger avec un élève en 2, 3 jours et la Mm. connexion que tu arrives à créer avec des élèves en 2, 3 jours. Je trouve ça très impressionnant. Mm. Et c'est pour ça que quand je reviendrai en France, je reviendrai en Île-de-France et je donnerai toujours des cours parce que ça m'anime sincèrement. Mm. C'est vrai que l'apnée, c'est un peu... Les moments sur la bouée, c'est le moment sur le câble. Tu dois le voir pareil, mais c'est parfois un peu de la thérapie pour certaines personnes. Et tu es un instructeur, mais tu es aussi un confident. Dans certains cas, tu es un thérapeute. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais j'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient dans le contrôle et qui n'arrivaient pas à lâcher prise et qui fondaient en larmes ou qui se mettaient en Mhm. colère. Et après une semaine, 2 semaines de pratique, il y avait un vrai relâchement intérieur. Ouais, et en fait, ça s'explique très simplement physiologiquement. Un des muscles qu'on utilise le plus, nous, en apnée, tu le sais, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est aussi le muscle qui va s'activer le plus quand on est stressé ou quand on est anxieux. Tu sais, quand on dit tu as la boule au ventre, Ouais. c'est le diaphragme qui s'active et qui se tend. Et il y a quelque chose de physiologique qui est intéressant en apnée, c'est que nous, si le diaphragme est tendu en apnée, il ne peut pas accepter la pression et on ne peut pas descendre profond. Donc la seule façon de descendre plus profond en apnée, c'est d'être relâché mentalement. Et donc tant que tu n'atteins pas ce relâchement mental, eh ben, tu ne peux pas descendre plus profond. Donc c'est ça aussi qu'on va chercher avec nos élèves et surtout avec des élèves débutants, c'est le relâchement et la relaxation. Quand on dit mais relâche-toi, détends-toi, souvent ça parle pas aux élèves. Qu'est-ce que tu Ouais. fais, qu'est-ce que tu fais avec eux dans l'eau pour détendre quelqu'un qui est angoissé? Bah, il y a des sensations physiques qu'on peut aller rechercher déjà musculairement. Il y a des muscles, bon, je disais le diaphragme, mais il y a aussi les muscles qui sont au niveau des trapèzes, tu sais, et du haut du dos, du cou, Mm. qui, quand ils sont tendus, sont des vrais signes voilà, de tension et potentiellement d'anxiété ou de stress. Donc, aller chercher des massages à ces endroits-là avant la session quand on est à sec ou même dans l'eau, ça Mm. fonctionne très bien. Et puis, une des façons d'avoir des élèves bien relâchés aussi, c'est bien sûr de leur expliquer, de leur montrer, mais aussi de les mettre en confiance quand ils arrivent sur un nouvel environnement comme une bouée en plein milieu de l'océan ou d'un trou. C'est aussi assez stressant. Donc, leur expliquer le fonctionnement, comment est-ce qu'on va tourner autour de la bouée, savoir qu'ils peuvent se relaxer plusieurs dizaines de minutes avant de passer. Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont extrêmement importantes Mm. quand on est instructeur. Je trouve aussi que accompagner et regarder, toujours le regard et le sourire. Je laisse jamais mon élève partir tout seul, tu vois. Je sais pas si tu fais ça aussi, je plonge toujours avec l'élève et je le laisse pas tout seul dans le bleu là. Ouais, totalement. Surtout quand ils sont débutants. Moi, je descends toujours avec eux. Cette année, j'ai aussi appris. Alors, je suis désormais un instructeur Molchanov, qui est une Ah. autre structure d'apprentissage, où eux, pour le coup, te disent, voilà, tu descends avec tous les élèves tout le temps. Mm. Et moi, j'ai toujours fait ça, que ce Mm. soit pour les voir, les corriger, les rassurer, mais aussi pour les filmer, parce que je pense que une des meilleures façons de comprendre ce qui se passe, c'est de se voir.
Et donc, pour moi, la vidéo, bon, tu peux le voir sur mon Instagram avec le nombre de vidéos que je Mm. publie, mais pour les élèves, c'est aussi super important. Et c'est comme ça que j'ai Mm. commencé à faire des vidéos sous l'eau, en fait. Ouais. Non, c'est vrai, il faut vraiment accompagner ses élèves. D'ailleurs, je parle souvent d'instructeur de surface. J'ai pas envie d'être un instructeur de surface. Et l'avantage, je sais pas si tu l'as remarqué, mais quand tu donnes des formations, mais ça entraîne. Genre quand tu as trois élèves, deux élèves sur la bouée et qui font chacun 12, 15 plongées, mais au final, tu t'entraînes à fond, quoi. Ouais, ouais, tu t'entraînes à fond, c'est très bon pour le physique, mais c'est aussi ce qui est difficile quand tu es instructeur, parce que on va dire que on rencontre beaucoup d'instructeurs de plongée sous-marine hein, sur les côtes. Nous, en tant qu'instructeurs d'apnée, physiquement, on doit être bon tout le temps parce Ouais. on doit descendre avec les élèves tout le temps. Et quand je dis physiquement, c'est pas que musculairement ou en termes de cardio, c'est aussi en termes d'oreille et Mm. physiologiquement. Et c'est un métier qui est très, très dur. Et donc, via ce podcast, je veux aussi remercier tous les instructeurs d'apnée français qui nous écoutent parce que je sais que c'est un travail qui est très difficile. Mm. Et on est tous dans l'aquasécurité, en fait. Exactement, exactement, t'as bien raison. Pierre, je te propose qu'on fasse le jeu des questions rapides. Ok, Eurydice ou Aïda? Aïda, Alors, on rappelle, Eurydice, c'est ton école, c'est ça? c'est l'école de commerce que j'ai fait. J'ai commencé par un BTS de physique, après j'ai switché sur une école de commerce et c'est ce qui m'a amené à ma carrière dans la cybersécurité pendant 10 ans ensuite. Ouais. Aquasécurité ou école d'apnée liquide? Liquide, bien sûr. Haha. Sales management ou instructeur? Instructeur, Bon, on est d'accord, t'as complètement viré de bord. T'es plutôt rap ou rock? rap, 100%. Ah yes, j'adore. On va mettre du beat après, on va kicker ensemble ou pas? Ah, je suis pas assez bon pour kicker, mais on peut s'échanger quelques rappeurs, pas de souci. Kalamata ou Panglao? Kalamata, Avion ou train? train, 100%. Nos limites ou poids constant? Avec tout ce qu'on s'est dit, poids constant, moi, la palme, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Star Wars ou Harry Potter? Harry Potter direct. Ah, mais t'es la première personne à décider. Ça C'est pique. vrai? Et Pourquoi? Mais d'habitude, les non, je gens crois que me j'ai disent, entendu Eva. oui, mais Eva qui disait Harry Potter aussi. ouais, mais en fait, tous les épisodes que j'ai fait, là, j'en ai enregistré plein en une semaine. Tout le monde me dit, oh, aucun des deux, moi. Ah ouais? Ouais, moi, je Mais suis Team Star non. Wars. C'est question de, je sais pas, de génération peut-être aussi. Harry Potter et Star Wars, un peu la même génération. Je sais Tu pas dis que je suis vieux, c'est ça? Ah non, j'oserais pas. Je sais même pas quel âge t'as. Ouais, j'ai 35 ans et toi? 33. 33? Ça Ouais. y est, ça s'est transformé en date, Pierre. D'ailleurs, la prochaine question, c'était célibataire ou couple? Ah bah en tour du monde, célibataire, hein, pas le choix. Ok. Nice ou Saint-Lunaire? Saint-Lunaire, direct. Alors attention, celle-là, elle est difficile. Aimer ou être aimé? Oh là, on part sur la philosophie là. Ouais. Je dirais aimer, c'est un peu plus pur. Putain, c'est dingue. Les garçons répondent aimer et les filles répondent être aimé. C'est marqué, hein, C'est la neuvième interview que je fais et c'est marqué. C'est fou, hein. Ok. C'est ton lieu de naissance. Je suis né au Mans. T'es né au Mans, les Rillettes. Ouais, exactement. Les rillettes, exactement. Et MotoGP, parce que je fais aussi beaucoup de moto. C'est Important vrai? pour moi. Tu fais de la Ouais. moto? Ah ouais, j'ai fait pas, ces dernières années, j'ai fait beaucoup de road trip en moto de plusieurs dizaines de jours où je partais en Espagne, en Allemagne, à la montagne. Ça reste une vraie passion pour moi, la moto et la motocross aussi. D'accord. Et tu faisais de la compétition en motocross? Non, 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 c'est mon père qui m'a transmis ça. On allait faire du motocross en Bourgogne, tous les deux en activité père-fils. D'accord. Ouais, c'est génial de pouvoir partager ça avec son père. Ouais. Quel est ton deuxième prénom? C'est le prénom d'un de mes grands-pères qui est parti il y a longtemps, qui s'appelle Raymond. Raymond. Bon, bah à partir de maintenant, je vais t'appeler Raymond Debenay. Avec grand plaisir. Quel est ton surnom? Mon surnom, Pierrot. Pierrot. Ouais. Ton meilleur copain d'apnée?
Mon meilleur copain d'apnée, je pense que c'est Carlos, qui est instructeur et qui a une école à côté de Valence, là où j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est aussi avec lui que j'ai un autre projet, c'est d'ouvrir une école à Bali sur une petite île qui s'appelle Nusa Penida. Donc on a ce projet-là ensemble depuis plusieurs années qu'on construit et je pense que l'année prochaine, on ouvrira une école à côté de Bali. Bon, bah c'est génial. Et ben moi, je viendrai faire un stage. Avec grand plaisir si tu veux venir bosser un peu avec nous. Mais pourquoi pas, hein? Tout est possible. Pierre, excuse-moi, Raymond, est-ce que tu as une citation préférée? Citation préférée, ouais, j'en ai pas mal, mais c'est plutôt un mantra de vie que j'ai, qui est d'un poète américain qui s'appelle Emerson, qui dit ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Ce que vous Et faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. ouais, ça, dans les relations que tu peux avoir avec les gens, j'ai tendance à dire aux gens que je côtoie, regarde ce que les gens font, écoute pas trop ce que les gens disent. Waouh, ok, je l'aime beaucoup celle-là. En fait, on est ce que l'on fait, on n'est pas ce que l'on dit. Oui, et puis tu as aussi plein de... Alors moi qui ai grandi à Paris, dans un environnement start-upper un peu plus à l'américaine, on te vend aussi beaucoup de rêves via le storytelling, mais à la fin, regarde ce que les gens font et tu sauras qui ils sont. Ok, bah, je l'aime beaucoup celle-là. Merci, Ok. hein. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? C'est la question de ton choix. Ah, que j'aurais aimé que tu me poses. Ou un Euh, sujet que tu voudrais aborder qu'on n'a pas touché. euh, Ou un sujet, aussi on peut aller à l'opposé, un sujet que tu n'aimes pas du tout. De quoi tu aurais détesté parler dans le milieu de l'apnée? de quoi j'aurais... Ah, j'ai pas d'idée là. Moi, en fait, j'ai compris une question de mon choix que je pouvais te poser. Donc, moi, j'ai préparé une question que je devais te poser. Ah, bah, allez, allons-y, hein. Mais je pense que les auditeurs, ils vont en Mais, avoir marre de m'entendre parler. mais non, pas du tout. En fait, moi, j'ai vu ton parcours là, Aïda, et j'ai adoré t'écouter aussi en commentateur quand tu le faisais. Et je me demande surtout quelle est la suite, quoi. J'ai envie de savoir. Là, je te vois en train de peindre, en train de faire des podcasts. Je pensais que tu allais aller en Égypte. Donc, où est-ce que ça en est? Moi, je veux savoir, c'est quelle est la suite pour toi? Et bah, ce qui s'est passé, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que surprise, j'ai été sélectionné en équipe de France AIDA pour les championnats du monde en Corse. Et à force de m'intégrer dans l'équipe des Corses, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu faire une des compétitions qui s'appelle le AIDA Deb Cormoran Challenge parce que je m'étais Ok. blessé. Et Abdelatif Alouache, qui est un amour, il me dit, mais Julien, même si tu plonges pas, viens, t'es avec nous. Et je lui ai proposé, bah, moi, ce que je sais faire, c'est parler, c'est communiquer, c'est faire des lives ou des posts Facebook. Et j'ai commencé à faire des lives de la compétition. Et là, Ok. j'ai commencé à faire des commentaires, à dire, eh ben, c'est au tour de Eddie Lafine qui a annoncé telle profondeur, nous rappelons quel entraînement, tu Ouais, vois. ouais, je me souviens de ça, j'ai adoré. Et ça a fini avec Philippe Péan, le président d'Aïda France, avec qui on a créé un Ok. live Facebook, enfin un live YouTube pour Aïda avec Audrey du podcast La Tête en Mer, que je remercie pour Ok. l'inspiration, et puis Christian Maldamé et Cédric Palerme. Et voilà, l'objectif de donner de la visibilité à nos athlètes français. Donc, et puis là, je suis rentré chez moi à Bayonne et j'avais besoin de créer, de me déconnecter et de faire de la... Là, j'ai fait de la peinture, je sais même pas d'où ça vient. J'ai vendu mes premiers tableaux et là, je lance le podcast. Donc, et la suite, c'est, dans 2 semaines, je pars en Égypte pour m'entraîner. Ok. Et Et quand alors, ce... c'est quoi les projets? Tu veux toujours faire de la Ah compétition? ouais, bah Tu oui, veux donner toujours. des cours? Les deux. Ok. Ça me manque de partager des moments dans l'eau avec les élèves. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des moments riches humainement. Et ça me manque. Et puis, j'aimerais arriver à 70 mètres cette année. Trop bien, trop bien. Mais tu feras beaucoup plus que 70 mètres cette année, c'est sûr. Oh, je sais pas pour toi, mais j'ai une forme. L'apnée m'apaise et m'apaise dans la durée. Et je me dis, si c'est pas cette année, si c'est dans 2 ans, c'est pas grave, peu importe. Parce que je continuerai à plonger tout le temps, donc je me fous pas la Ouais, paix. je comprends. Je comprends ce que tu dis parce que quand tu te mets en mode un peu compétiteur, tu as les chiffres qui rentrent en tête.
Et c'est très difficile d'avoir des chiffres qui rentrent en tête parce que Mm. quand tu les atteins pas, tu es assez décis de toi. Et quand tu les atteins, tu te dis, mais putain, il faut que j'aille plus profond. Mm. Donc, moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais quelques chiffres en tête et très vite, j'ai abandonné ça. Et je me suis focalisé sur mes sensations Mm. plutôt qu'autre chose. Ouais, focaliser sur le plaisir, tu vois. Par exemple, au championnat Exactement. du monde, ma plongée, elle était ridicule. Enfin, ridicule. J'étais à 42 mètres parce que en fait, j'avais une bronchite. J'ai quand même Mhm. plongé. Donc, Ouais. j'avais des poumons qui étaient enflammés. Et j'ai fait juste 42 mètres. Par contre, j'ai fait une de mes plus belles plongées de détente, de relaxation, tu vois. Et je pense que voilà, c'est ça. L'apnée, on s'en fout au final qu'on fasse 100 mètres ou 20 mètres. On est une grande famille et on est là pour aimer passer du temps sous l'eau, quoi. Ouais, très bien. Et puis, tu sais, en voyageant, j'ai rencontré beaucoup d'apnéistes qui avaient des objectifs chiffrés, notamment à 100 mètres. Et j'en ai rencontré deux qui ont dépassé les 100 mètres quand j'étais à Panglao et qui ont arrêté l'apnée parce qu'ils avaient atteint leur objectif. Et il y en a un Oui. même qui m'a vendu sa montre parce qu'il avait atteint son objectif. Et en fait, bah, il n'était pas vraiment amoureux de l'apnée, il était amoureux de cet objectif-là qu'il avait envie d'atteindre. Et derrière, et bah, il a quitté Panglao, quitté l'apnée et il est retourné en Allemagne. Mais non, c'était qui? Je te jure, il s'appelle Sébastien. Bon, je sais pas s'il veut que Ouais, non, mais après, ouais, ouais, je mais c'est donne son nom, intéressant. mais Ouais, c'était l'objectif qui le guidait, quoi. Ok. exactement, exactement. Donc, je trouve que les objectifs chiffrés, c'est aussi Mm. un peu dangereux parce que quand tu l'as atteint, bah, tu te dis, bon, bah, je vais faire Mm. quoi maintenant? Là, tu vois, par exemple, personnellement, mon objectif, moi, c'était de participer au championnat du monde d'apnée comme dans le Grand Bleu, tu vois. Et bim, Ouais, c'est beau ça. c'est arrivé cette année. Mais attends, j'étais pas prêt, moi, c'est arrivé trop vite. Surtout que tu es passé par plein de rebondissements. Au début, tu Oh n'étais là pas là. sélectionné, puis tu as été rappelé. Ouais. Et en fait, ce que je me rends compte, que ce qui m'épanouit, bah, c'est l'aspect communautaire, l'aspect famille. Donc, Freediving Family. Et donc, ce podcast, bah, je suis en train de plonger là en parlant avec toi. Et, et voilà. Ça conclut parfaitement le podcast et j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer physiquement un jour parce que je connais pas grand monde de la communauté française au final parce que j'ai jamais plongé à Nice. Donc j'ai aussi hâte de rentrer en France pour rencontrer toutes ces communautés françaises et tous les gens qui me suivent un peu aussi virtuellement. Bah, hâte de plonger avec toi, Pierre. Et Avec grand je te plaisir. remercie énormément d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Salut Julien. Ok, j'espère que vous avez aimé écouter les aventures de Frenchy Diver sur la Freediving Family, que je vais rebaptiser pour cette fin d'épisode la FF. N'oubliez pas de vous abonner afin de continuer à kiffer. Et comme Pierre l'a dit, il aime le rap, alors j'ai pris la décision d'oser et de vous improviser un petit rap, un petit slam. Pierre de Benet, c'est ce mec qui a tout quitté. Bye bye la cybersécurité. Il nous vient tout droit de Paris, la capitale, la dame de fer, et lui il a pas capitulé face à son rêve de plongée. Voyager différemment, lentement, loin de tous ses anciens déplacements. Bref, il veut prendre le temps. Alors il tend le pouce, il fait de l'autostop, et rien ne le stoppe, même pas les conflits armés. Il n'y a que le visa russe qui fut refusé. Et oui, c'est le passif de la cybersécurité. Pierre, enfin Raymond, spécial dédicace à nos ancêtres, nous montre qui on peut être. Tantôt aspiré par des hommes de lettres, Tesson, tantôt aspiré par des êtres de son, comme son DJ transsibérien. Spécial dédicace à nos ancêtres qui ne comprennent rien, à nos modes de vie. T'es à droite, à gauche, mais au fait t'es dans quel pays? Saint-Lunaire et ses vagues vénères, ou Valence pour les vacances? Ah bah non, Kalamata mon gars, là-bas Pierre il y va cash, et il dit go jusqu'à Panglao. Toujours avec ses palmes sous le bras, sauf le jour de la compétition. Drame vite et de peu, la fenêtre est tombée à côté. Une vie épargnée, le stress a tapé, heureusement le coach mental l'a bien préparé. C'est le top officiel, sous l'eau c'est la narcose. Vers les profondeurs, il perd la posture, il fonce à toute allure, à toute à l'heure, et l'homme en jaune maintenant lui tend le tag. Wildcard. Ce mec est top, il est dans le top 40 FR, mais peu importe le classement, tant qu'on ne se ment pas, qu'on sait vraiment pourquoi on est là. Sous l'eau, le calme, sous l'eau, miroir, mais jamais solo mon gars, car parfois blackout frappe à la porte. Force à tous les freedivers, libres et compétiteurs, continuons à célébrer la vie sans peur, comme des pros, même si amateurs. C'était Julien Moreau et sa prose improvisée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas du regard des autres, vous détacher de la peur du jugement, en rigoler. La vie est courte alors, plongez et réalisez vos rêves. Ciao. Mais dis donc, ils sont complètement fous ces gars là. Allez, je m'abonne.